Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 49 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent et de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Il y a un temps pour tout, et notamment pour le postpartum. En France, on pourrait se sentir privilégié d'avoir un congé pour les salariés de 10 semaines après l'accouchement. Sauf que la réalité d'une société qui jure par la performance oublie très souvent les mamans sur la route. Le postpartum est une période sacrée, une période qui demande un entourage costaud et surtout une période où la maman devrait être le centre du monde. En postpartum, la plupart des nouvelles mères se sentent dépassées et n'ont pas les connaissances pour lâcher la pression et juste être avec leur bébé. Ce n'est pas ou ce n'est plus la norme. Il faudrait aujourd'hui que la Wonder Woman qui sommeille en nous soit présente ou de retour dès le lendemain de l'accouchement pour tout gérer. Anne-Sophie Roquette, créatrice de la marque L'Atelier 13, s'en est rendue compte au fil de ses maternités. Elle a eu sa première fille il y a 10 ans et son petit dernier il y a 1 an. Sa tribu compte 4 enfants, 3 filles, Jeanne, Céleste, Anna et un garçon, Oscar. Comment Anne-Sophie a-t-elle vécu ce dernier postpartum, elle qui a désiré changer d'approche pour cette expérience? La réponse dans ce super épisode où Anne-Sophie n'a pas fait les choses à moitié et où on se rend compte que le 4e trimestre qu'elle a vécu devrait être la norme pour toutes les femmes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne-Sophie. Salut Clémentine. Merci beaucoup de prendre 1 heure de ton temps précieux avec tes 4 enfants pour me répondre et répondre à ce podcast. Alors, je pose toujours cette question au tout début à tous les parents. Est-ce que le mot matrescence, ça résonne en toi? Est-ce que ça veut dire quelque chose, le fait d'avoir peut-être changé d'identité ou changé de vie au moment de devenir mère? Alors, le mot en tant que tel, il faut me l'expliquer. Mais une fois qu'on me l'a expliqué, je comprends bien de quoi il s'agit. Et pour moi, il y a vraiment eu beaucoup de changements au moment où je suis devenue mère. Je suis vraiment passée d'un type de tempérament à un autre. La maternité a vraiment changé des choses chez moi que j'imaginais pas d'ailleurs. Notamment, tu vois, j'ai toujours eu un caractère assez je suis plutôt du côté masculin, donc je suis sportive, j'étais beaucoup amie avec les garçons, j'étais très peu tournée vers la mode, j'ai toujours fait des métiers assez masculins aussi, enfin voilà, j'ai ce tempérament un peu le côté masculin de mon cerveau qui était très actif, et la maternité chez moi a beaucoup activé le côté féminin. Vraiment, j'ai pas perdu pour autant l'autre côté, mais il y a des choses beaucoup plus féminines qui se sont déclenchées chez moi. Ouais. Et t'as la sensation que ça a été une révélation ou une grosse surprise que personne t'avait prévenu, ou c'est quelque chose que t'avais plus ou moins anticipé et donc tu l'as bien vécu? Non, alors il y a plein de choses différentes qui se sont passées pour moi, franchement. Ma maternité, elle s'est construite dans le temps, premièrement. Et il y a eu des étapes, tu vois. Ça a vraiment été d'abord, j'ai été très heureuse d'avoir mon premier bébé. J'allais dire évidemment comme tout le monde, mais ce qui est pas du tout le cas. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'avais envie d'avoir un bébé et je l'ai eu très rapidement et j'étais vraiment très heureuse. Ça s'est très bien passé. C'était un bébé
hyper facile dans le sens où je pense que elle n'a jamais pleuré. Elle avait un rythme hyper calme. Non mais c'était lunaire. Je comprenais pas en fait tous ces gens qui disaient non mais attends, un bébé ça change la vie. Moi j'étais là mais en fait c'est trop facile. Elle dort, elle s'endormait à la même heure, elle se réveillait à la même heure, mais tous les jours elle pleurait jamais. Enfin c'était franchement une chance que je réalise maintenant. Elle a fait ses nuits à 6 semaines. Enfin c'était vraiment parfait et ce qui fait que donc ma vie a très peu changé à ce moment-là. J'étais même pas fatiguée. Enfin c'était vraiment incroyable. Et ce qui fait que on a décidé avec mon mari de tout de suite enchaîner, parce que je me suis dit non mais si c'est si facile d'avoir un bébé, je fais mon deuxième, comme ça quand mon deuxième sera bébé, bah, je serai à la maison pour m'occuper de ma première pendant mon congé mat, et hop, ça sera nickel quoi. Sauf qu'en fait bon bah ça s'est pas du tout passé comme ça, bien entendu. Encore que ma deuxième était pas si compliquée avec le recul, mais bon bah voilà, elle avait déjà un rythme moins calé, elle pleurait plus, des pleurs souvent incompris, enfin du moins que nous parents, moi j'arrivais pas à identifier. Tout était un peu plus compliqué, donc là j'ai commencé quand même à voir le côté sombre de la force et voilà, et donc j'avais surtout 2 petites très rapprochées puisqu'elles avaient 12 mois d'écart. Et là j'ai vraiment beaucoup, je pense que je peux employer le mot souffert, dans le sens où je me suis dit mais en fait ma vie elle est transformée à jamais. Voilà, c'était très très difficile et en plus quand on est dedans, quand on a des enfants petits, on s'imagine que ça va durer toujours. Donc moi c'était vraiment la panique, cette perte de liberté, cette perte d'indépendance vis-à-vis de ma vie antérieure. Donc vraiment j'en ai beaucoup souffert de ce point de vue-là. Heureusement ma maman était toujours là et m'a beaucoup soutenue. Enfin déjà elle me disait régulièrement mais tu sais en fait ça va pas durer tout ça, les enfants ils grandissent et ils grandissent vite, il y a des étapes et tu vas vite en fait sortir la tête de l'eau. Ce qui a été le cas évidemment. Mais donc voilà, donc j'ai vraiment eu des phases assez différentes dans la maternité. Et franchement, après les 2 premières, j'ai dit mais c'est terminé. En fait, je fais plus d'enfants. J'ai envie de reprendre ma vie de femme, ma vie de femme active, ma vie d'épouse, ma vie de voilà tout ça. Et donc j'ai vraiment dit bon bah voilà, 2 enfants c'est très bien, c'est parfait. Et quand ma deuxième a eu de mémoire, elle a eu 4 ans. Où là elle est vraiment devenue une petite fille, je me suis dit oh là là mais c'est pas possible, c'est passé trop vite, je peux pas me dire que c'est fini, allez on refait un bébé. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment ça a vraiment été des montagnes russes en termes d'émotions, en termes de rôle, en termes d'appréhension de la maternité. Et juste en fait t'as la sensation finalement que ton premier postpartum, bah, c'était super et que le deuxième, ben, t'as pas du tout pu profiter de quoi que ce soit d'un postpartum, j'imagine. Alors, mon premier, franchement, c'était génial. Donc, j'avais qu'un enfant qui était hyper facile. Donc j'avais des super journées. Je m'occupais beaucoup à la maison. Je me suis mise à faire pas mal de travaux d'aiguille parce que je trouvais ça sympa d'habiller mon bébé. Enfin, voilà. Donc, c'était absolument génial et forcément comme elle n'était pas compliquée, assez reposant, donc mon rythme de sommeil n'a pas été trop perturbé. Enfin voilà, 1 mois et demi c'était pas non plus la catastrophe, donc c'était vraiment extra. Le deuxième déjà c'était très différent parce que 2 enfants ils dorment jamais en même temps, elle se réveillait beaucoup la nuit, enfin de mémoire non, elle se réveillait pas beaucoup la nuit, mais elle dormait beaucoup moins que sa sœur en fait. Donc déjà les journées sont pas les mêmes. Le deuxième enfant c'est toujours plus compliqué parce que on a le premier à gérer et on peut pas profiter de cette petite bulle qu'on a avec son nouveau bébé qui arrive. Et je pense que c'est pour ça qu'une place de deuxième dans une fratrie est jamais très évidente d'ailleurs, parce que la maman elle a pas le côté nouveau du nouveau-né. Forcément, puisqu'on a déjà eu un. Donc, tout ce qu'elle vit avec le deuxième, elle l'a déjà plus ou moins vécu, même si c'est sous une autre forme avec son premier. Et en plus, elle manque de temps, parce que le premier demande beaucoup de disponibilité. Donc, je pense que la place du deuxième, elle est difficile. Et surtout, voilà, elle avait 1 an, elle marchait à peine. Enfin, c'était... Donc, je pense qu'en effet, la place du deuxième dans les fratries, elle est jamais très évidente. Et ils ont besoin
de se la construire ensuite par eux-mêmes. Voilà, donc et pour tout te dire, le mot postpartum, je pense que je le connaissais même pas à l'époque, tu vois. Personne enfin c'était il y a 10 ans, 10 et 11 ans, personne n'en parlait vraiment. Il y avait un vrai focus sur l'accouchement, la préparation à l'accouchement, voilà, le bébé après, mais le soin de la maman en tant que tel, à part ma mère qui me disait essaye de dormir quand ton bébé dort, et franchement maman elle me donnait beaucoup de conseils voilà de ce type-là, de aider à donner un rythme au bébé, de prendre soin de soi, de se reposer. Mais il y a qu'elle, enfin voilà, qui m'a dit ça dans tout ce que j'ai pu lire, dans tout ce que les médecins, les sages-femmes ont pu me dire. J'ai aucun souvenir en fait qu'on m'ait parlé de ça. Franchement. Mais à nouveau, c'était il y a 10-11 ans et je trouve que c'est. Bah oui, c'était il y a pas si longtemps, finalement. Ouais, finalement. C'est vrai. Ouais. Et quand vous décidez d'avoir ta troisième fille, Anna, est-ce que là tu te renseignes? Est-ce que tu te dis je veux pas revivre ce que j'ai vécu? Ou alors, tu te fais confiance? En fait, je me suis pas. Il y a eu à nouveau aussi plusieurs étapes. Elle est arrivée, j'étais plus âgée. Donc, quand on est plus âgé, on se dit qu'on est aussi plus fatigué, qu'on sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Et moi, je pensais que ça serait ma dernière. Donc, j'avais vraiment envie d'en profiter. Donc là, j'en ai carrément profité pour changer de vie. Tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon précédent job, qui était quand même très exigeant en termes d'horaire, en termes de délivrabilité, de stress, enfin d'exigence professionnelle. Donc c'est là que je me suis dit en fait je peux plus tout faire quoi. Déjà 2 enfants et ce boulot c'est compliqué à gérer. Mais si je veux rajouter un troisième enfant, j'avais 37 ans et en ayant envie d'en profiter parce que ce sera le dernier et de me faire un vrai congé mat et d'essayer de faire un allaitement long. Bon, voilà, tout ça, je me suis dit c'est le bon moment pour réfléchir à un changement de carrière et même un changement de vie en fait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job et que j'ai lancé par ailleurs la marque dont je m'occupe encore aujourd'hui, l'Atelier 13, à mon rythme. Enfin franchement, je me suis dit c'est mon projet. Je me laisse quelques années pour voir ce que ça donne. Je fais mon troisième enfant et puis on verra ensuite. Il sera toujours temps, au pire, de revenir dans mon ancien métier ou autre. Donc voilà, j'avais vraiment envie pour cette troisième grossesse d'en profiter parce que j'avais dans l'idée que ce serait la dernière. Et voilà, j'avais. Donc là, tu t'es renseignée ou non? Est-ce que j'ai pas souvenir de t'as au moins pris le temps? Ouais, en fait, j'ai pas souvenir de m'être particulièrement renseignée. Je me suis juste dit, je vais être plus cool, quoi. Voilà, je vais être plus cool. Je vais pas reprendre le boulot après 2 mois et demi. Je vais être plus cool. Je vais essayer d'en profiter. L'idée, c'était plus de me dire, je vais profiter de mon bébé. Après, penser à moi, franchement, à nouveau, ça, je pense pas que ça m'ait trop traversé l'esprit. Et franchement, penser à soi quand on a d'autres enfants, c'est pas vraiment naturel, quoi. On passe un peu derrière tout ça en fait. Et je crois que j'ai vraiment pensé à ce postpartum en tant que tel pour mon 4e, donc Oscar. À nouveau pour différentes raisons. Tu vas nous expliquer, on va en parler de ce postpartum parce que je pense que ce postpartum que tu as eu, ça devrait être la norme. Oui, c'est pas toujours facile, mais c'est pas venu. En fait, c'est venu avec le temps aussi. Il s'est construit. Parce que j'ai décidé déjà, c'était le premier accouchement que j'ai fait sans péridurale, donc de fait je me suis beaucoup plus préparée à ce moment-là aussi, enfin ou en tout cas je me suis préparée différemment par rapport à mes autres grossesses et quand on se prépare différemment on voit beaucoup de choses différemment finalement et on se documente et on lit et donc on écoute ce que les gens ont à dire et on découvre des choses et c'est comme ça que ça s'est construit pour moi en fait. Et pourquoi est-ce que pour Oscar, donc ton 4e, déjà pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un 4e? Parce que tu disais que tu étais persuadée que ta 3e, ça serait la dernière. Et ensuite, pourquoi avoir voulu faire les choses différemment? Alors, pourquoi avoir voulu faire un 4e? Parce que en fait, je crois que si je pouvais en faire encore 2, 3, 4, je continuerais. En fait, j'adore ça.
Anna, je pensais que ce serait ma troisième parce que j'avais 37 ans. Je pense je devais avoir 38 ans quand elle est née, donc je trouvais que j'étais vieille, quoi, en fait, pour avoir des enfants et encore en avoir après. Et puis finalement, je me suis dit, mon corps fonctionne toujours très bien, il n'y a pas de raison. Donc si jamais il y a un quatrième qui se présente, il sera le bienvenu. Alors j'ai fait des fausses couches, hein. J'en ai fait avant Anna, j'en ai fait après. Donc rien n'a jamais été ni défini, ni prévu, ni même certain. Et j'ai fait une fausse couche. Juste avant Oscar, j'ai fait une fausse couche un peu difficile. Donc je pensais pas que ça reviendrait. Puis il est arrivé. Donc c'est vraiment voilà. Et donc il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que j'avais 42 ans. Donc il n'était pas question que je me colle la rate au courbouillon avec un rythme intense parce que on n'a pas la même énergie à cet âge-là que à 30 ans déjà, premièrement. Ensuite, je m'étais mise au yoga depuis quelques années et j'en ai très vite ressenti les bienfaits dans mon corps, enfin dans l'appréhension des sensations et de la façon dont mon corps fonctionne. Donc je m'étais dit que c'était un atout pour essayer de préparer un accouchement naturel. Ensuite, j'avais envie en fait de l'expérimenter. Je me suis dit là, pour le coup, il y a quand même des chances que ce soit mon dernier. Donc voilà, ça serait bien d'essayer. D'autant que j'ai eu une expérience pas terrible pour Anna parce que elle est née à 5h du mat et en gros, on m'a posé la péridurale à minuit et de minuit à 5h, on était dans la salle d'accouchement. J'étais à moitié en train de somnoler, mon mari aussi. Puis quand on somnolait pas, on était en train de faire défiler des prénoms sur nos téléphones. Enfin, il y avait un côté, je sais pas, on était pas très agréable, quoi. Enfin, on préparait pas cette arrivée de la façon dont j'avais envie qu'elle soit préparée finalement, parce que la péridurale, fait qu'on attend que le temps passe, quoi, tout simplement. Et là, je me suis dit non, mais là, j'ai pas envie de ça pour ce dernier accouchement. J'ai vraiment envie de le vivre, quoi. Franchement, de faire venir ce bébé au monde à proprement parler et que ce soit une vraie aventure, quoi, pour moi, pour mon mari, pour ce bébé qui arrive et j'ai envie de le faire, quoi, tout simplement. Peut-être pas, j'avais peut-être envie de me prouver que j'étais capable de le faire, mais je pense pas vraiment. Enfin, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience-là. Mais en même temps, c'est assez, il y a un côté un peu anxiogène, quoi, parce qu'il faut, on peut pas arriver en se disant, tiens, si ça va pas, je demanderai la péridurale, quoi, parce que sinon, en fait, on la demande forcément. Donc, il faut vraiment arriver convaincu qu'on ne la demandera pas, même à l'article de la mort. Et donc, il faut se préparer, quoi. Donc, là, j'ai vraiment eu envie de faire ce travail de lecture, de recherche, et qu'on se prépare tous, enfin, mon mari et moi, à ce moment-là, quoi. Voilà. Je sais plus quelle était ta question. Et donc, dans ces cas-là, ta préparation, tu l'as axée comment ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Où est-ce que tu as été demander des conseils, des renseignements ? Est-ce que tu as demandé une doula à ce moment-là ? Alors, ouais, déjà... Est-ce que ce que tu as mis en place, c'est vraiment très particulier ? Je te le dis, je trouve que ça devrait être la norme, mais voilà, vas-y, dis-moi. Ouais, déjà, j'ai attendu assez longtemps parce que comme j'avais fait des fausses couches, notamment des fausses couches tardives, je voulais pas commencer trop tôt et vivre une expérience douloureuse si jamais ma grossesse s'arrêtait. Donc j'ai vraiment attendu que l'envie vienne à proprement parler, enfin de me sentir prête, enfin que mon corps et mon mental disent me demandent de commencer à lire sur le sujet. Donc j'ai lu des bouquins sur la maternité, sur l'accouchement sans douleur, et chaque livre en fait donne des indications pour un autre, et donc voilà, de fil en aiguille, on construit sa connaissance du sujet. J'ai découvert les doulas, en effet, alors je sais plus comment, probablement parce que j'avais des amies américaines qui avaient dû m'en parler, parce que je pense que c'est un métier qui est plus développé aux États-Unis qu'en France. Donc j'avais découvert leur travail et leur accompagnement. Et comme moi, j'espère que mon mari écoutera pas ce podcast, mais je pense pas. Mais on peut pas dire que j'ai un mari extrêmement présent, notamment dans le postpartum. Je me suis dit, si jamais quelqu'un est là pour m'accompagner après, ce sera pas mal en fait, puisque j'ai plus ma maman et voilà, être seule avec 4 enfants, si jamais j'ai un petit coup de main, ce sera pas de refus. Et donc c'était aussi dans cette optique-là que j'avais cherché à rencontrer une doula. Et j'en ai trouvé une en fait qui s'est avérée être ma voisine. Voilà. Ah, c'est énorme.
c'est très rigolo parce que j'ai cherché sur internet une doula dans mon quartier et puis donc je l'ai contactée et tout, puis quand je l'ai vue je me suis dit mais on se connaît, enfin bon bref, donc on est et on s'entend très bien depuis et donc on a fait plusieurs rencontres où on a vraiment parlé quoi, et on parle pas comme avec une sage-femme de enfin je sais pas, de tous les protocoles d'une certaine façon qu'on a l'habitude d'entendre, mais on a vraiment parlé des émotions, on a vraiment parlé des phases de l'accouchement, de la façon de soulager les contractions, de choses qui étaient pour moi extrêmement nouvelles. Enfin, moi j'ai fait mes 4 même premiers accouchements, c'était dans des salles éclairées au néon, sur un lit allongé, enfin comme je pense 95% des femmes. Voilà. Et là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait mettre une playlist, baisser la lumière, pas forcément être allongé dans le lit, demander un ballon, se balader dans le couloir. Enfin, que finalement, on pouvait faire comme on avait envie de faire, quoi. Et à condition évidemment de pas être dans un cas de pathologie ou quoi que ce soit. Mais et donc, ça a ouvert un univers. Pas forcément de possible, parce que je savais que de toute façon j'allais aller accoucher à la maternité qui est à côté de chez moi et qui pratique 95% de péridurale. Mais en tout cas, je m'étais dit, je peux être davantage maître de mon accouchement, enfin en tout cas de celui-là, que des autres accouchements que j'ai vécus. Et je me sens armée pour ça parce que j'ai mon corps que je prépare via le yoga, via la respiration, mon mental que je prépare via l'hypnose, la relaxation, mes lectures et donc la connaissance du processus de l'accouchement, les échanges que j'ai eus avec cette doula qui me dit bah voilà, il va y avoir telle ou telle phase, machin et tout. Et donc je me sens plus prête quoi, tout simplement à passer ce moment-là, cette façon-là. Et typiquement, mes premiers accouchements, dès que tu as des contractions, en fait, tu dis oh là là, il faut tout de suite que j'aille à la maternité. Voilà, c'est l'urgence, la panique, machin. Alors que là, en fait, c'était l'inverse. Je me suis dit au contraire, je veux vivre le maximum les contractions à la maison, dans mon lit, dans mon canapé ou dans mon escalier si c'est là que je suis le mieux, et partir le plus tard possible à l'hôpital, enfin à la maternité, pour vraiment décider. Bon, il se trouve que ça a été très très vite, donc j'ai pas eu vraiment trop le temps de rester à la maison. Mais voilà, la logique, elle est vraiment complètement inversée en fait. C'est d'une certaine forme une reprise de contrôle et de se dire que en fait, même si mon bébé il naît à la maison, en fait, c'est possible quoi. Il y a pas de danger. Enfin, à nouveau, les encadrements à la maison, à domicile, ça se fait dans certaines circonstances et il y a des sages-femmes qui sont habilitées pour ça et tout. Mais je veux dire, c'est le fait de ne pas avoir peur ou ne pas appréhender, de ne pas craindre, de ne pas avoir la péridurale à temps ou quoi que ce soit, fait que l'approche de l'événement en tant que tel est un peu inversée, quoi. On se sent plus en maîtrise de ses émotions, du travail que le corps fait, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et tu as eu la sensation que c'était comme une certaine renaissance, cet accouchement, avec beaucoup de positifs autour ? Non, pas une renaissance. Ça a été une expérience vraiment inoubliable et hors du temps, franchement. C'est pas du tout. Alors pour le coup, j'ai eu beau me préparer, elle a été complètement différente de ce que je pouvais imaginer. Notamment, je m'étais beaucoup préparée au travail, à supporter les contractions, parce que tout le monde m'avait dit c'est ça le plus difficile. Après, en fait, une fois que t'es prête, pof, tu pousses 2 fois, le bébé il sort et voilà, c'est réglé. Alors que moi, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu un travail très court et en revanche, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir. Et j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas, quoi, tout simplement. Enfin, c'était très, très. Enfin, pour moi, ça a été très difficile parce que j'étais pas préparée à ça finalement, à cette phase-là. Simplement parce qu'en fait, peut-être que 90% des femmes qui accouchent naturellement, elles souffrent plus pendant le travail que pendant l'expulsion. Bon, moi, c'était vraiment l'inverse. Enfin voilà, c'est un moment qui est pas forcément facile à passer et pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué. Donc, je m'en souviendrai longtemps. Maintenant, tu vois, si je devais recommencer, je pense que je recommencerais à nouveau sans péridurale, quoi, parce que je sais que ça se fait.
en fait. Voilà, je sais que c'est possible et que c'est qu'on surmonte très largement tout ça, quoi. Donc je dirais pas que c'est une renaissance, mais c'est vraiment une expérience très différente. Après, elle est peut-être plus traumatisante, tu vois, qu'un accouchement sous péridurale pour la maman et pour le bébé. C'est possible, hein. Franchement, c'est quelque chose que je me suis dit dans les semaines qui ont suivi. Je me dis mince, c'est quand même c'est un moment difficile pour le bébé. Comme il y a plus de douleur pour la maman, il doit la ressentir aussi d'une certaine façon, alors que c'est vrai que sous péridurale, il ressent pas j'avoue que j'en sais rien en fait. C'est difficile de savoir la façon dont le bébé ressent tout ça dans une situation ou dans l'autre. Mais je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment très 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 différent, quoi. Très différent. Et le fait de l'avoir choisi, de pas avoir été surprise, en fait une super expérience, même si c'est plus difficile, quoi. Est-ce que vous saviez que c'était un garçon? Vous aviez gardé la surprise? Non, on avait gardé la surprise. Mais ça a été vraiment j'ai eu tellement de mal à le sortir, franchement, ça a été quasiment secondaire, quoi. J'étais juste tellement contente d'y être arrivée que le fait que ce soit un garçon, enfin je sais pas, ça m'a plus surprise parce que je pensais vraiment ne pas être à ne pas avoir un corps qui fait des garçons. Donc ça m'a vraiment surprise. C'était plutôt le deuxième effet qui se coule, quoi. Genre 2 jours après, on était là, non mais tu te rends compte, on a un garçon, quoi. C'était plutôt ça que sur le moment à proprement parler. Voilà, sur le moment, vraiment, ma première réaction, c'était mais bon sang, qu'est-ce que c'est dur. Heureusement qu'il est là, quoi. Voilà, c'était vraiment ça. Donc, alors, les suites de couches, le postpartum, le quatrième trimestre, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que tu mets en place pour que ce soit une expérience totalement différente de tes 3 premières filles? Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Oscar est né le 15 juillet, donc en plein milieu des vacances scolaires, et nous, nos vacances de parents sont calées sur les vacances scolaires, puisque on ferme nos boîtes au mois d'août. Donc on est et c'était la canicule en fait à ce moment-là aussi, donc on a vite quitté Paris pour aller sur notre lieu de vacances où on avait prévu de passer 5 semaines. Et donc moi je me suis dit, j'avais lu un livre sur le postpartum justement et sur ce qui s'appelle le 4e trimestre, mais qui est en fait plutôt 5 à 6 semaines qui suivent la grossesse. J'ai lu 2 livres sur cette période-là, dans lesquels c'est vraiment très recommandé évidemment d'en faire le moins possible, mais à un point en fait au-delà de ce qu'on imagine. Moi, mes premières grossesses, franchement, il y avait ce côté en fait où on va faire ses courses à J+3 après l'accouchement et on se dit c'est cool, ça va, je suis d'attaque, je suis capable. Ce côté de performance en fait qu'on a tendance à s'appliquer aussi dans ce cas-là. C'est dommage, c'est très dommage parce que pendant les 5 à 6 semaines qui suivent la grossesse, et notamment les 10 premiers jours, en fait, quand juste le corps vient d'accoucher vraiment à proprement parler, l'idéal, c'est quand même de rester allongé le maximum, en fait, de rester dans une position horizontale pour permettre aux organes de reprendre leur place initiale, pour éviter le poids de la gravité qui forcément contredit tout ce que les organes ont à faire comme travail. Limiter l'effort, limiter la fatigue. Dans les cultures asiatiques, orientales, on recommande mais d'ailleurs peut-être aussi dans les nôtres, mais c'est vachement plus marqué dans ces cultures-là, on recommande de manger et de boire chaud. Donc ça, tu vois, typiquement, si je l'avais pas su, et je pense que je l'aurais pas su si j'avais lu ces livres-là, c'est l'été, tu manges des crudités, tu manges des glaces, tu bois de l'eau fraîche. C'est vrai que le 15 juillet, t'es pile dedans, là. Voilà. Et même canicule, si tu veux, t'es pas du tout à te faire du thé, des bouillons et des petits déjeuners ou des déjeuners chauds, quoi. Et en fait, c'est très recommandé de manger chaud, par exemple, pour que le corps ait moins d'énergie à dépenser pour la digestion et pour qu'il concentre vraiment son énergie sur la remise en état, en fait, d'une certaine façon,
de la convalescence de l'accouchement en fait, puisqu'on vient d'accoucher, on est quand même et encore plus si on a une césarienne, mais on est d'une certaine manière en convalescence. Voilà, et permettre au corps de retrouver son état avant grossesse en fait. Et donc il y a ça, il y a le fait évidemment de se faire aider au maximum, le fait si possible de pas se laver. Donc ça c'est pas évident non plus, surtout en canicule, mais en tout cas moi j'en ai profité pour pas me laver les cheveux par exemple. Donc je sais pas si ça a amélioré ma récupération physique, mais en tout cas je suis sûre que ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc dès que je pouvais, franchement, pendant au moins les 10 premiers jours, j'étais allongée, ce qui est complètement contraire à ma nature, qui est plutôt suractive, de toujours faire des trucs à droite à gauche, machin, voilà. Mais là, franchement, je me suis obligée à, dès que je pouvais, quand j'allaitais, ou même dès que je pouvais, rester allongée au maximum, dormir évidemment quand mon bébé dormait, manger donc chaud, essayer de me faire un peu servir par mon mari. Je l'avais un peu motivée en ce sens. Voilà. Et pour le coup, pendant ces 5 semaines de vacances, c'est vraiment lui qui s'est occupé de la logistique, de l'intendance de la maison. Donc ça, c'était cool. Tu vois, tu disais que tu as un mari qui n'est pas toujours présent dans le postpartum. Il a réussi là. Ouais, parce qu'en fait, c'est tombé au moment des vacances. Ouais, c'est tombé au moment des vacances. Mais franchement, sinon, pour ma 3e, si tu veux, on est sorti de la maternité un mercredi. Il m'a déposé à la maison. Il était midi, le frigo était vide et il est parti bosser. Et j'étais là, non mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là Donc voilà. Donc là, j'ai eu de la chance. Je l'avais un peu briefé avant. Je pense que Anne, ma doula, lui avait aussi expliqué l'importance de ce moment-là. Et puis surtout, en fait, là où ça dédramatise, c'est qu'on lui dit non mais attends, c'est pas pour toute la vie, hein, t'inquiète pas, mais c'est au moins les 15 premiers jours, voilà, d'essayer de faire en sorte que la maman puisse se reposer au maximum, parce que plus on se repose au début, en fait, et plus le corps récupère mieux, à la fois pour le moment qu'on vit, mais aussi pour les mois, enfin les semaines, les mois et même les années qui suivent, en fait. Quand tu permets à tous tes organes, ton utérus de reprendre sa forme rapidement, tes organes de remonter et de reprendre leur place, en fait, ça t'épargne des soucis autour de 50 ans, ça t'épargne plein de choses plus tard dans ta vie de femme. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire entre guillemets, ce petit effort, qui n'est pas un effort, hein, puisque c'est quand même chouette finalement de dire qu'on va ne rien faire pendant 10, 15 jours, 3 semaines, 6 semaines si c'est possible, et qu'on est là pour profiter de son bébé, et on crée ce lien avec lui, on est disponible avec lui, on fait tout ce qu'il faut aussi pour, si on allaite, que l'allaitement se mette en place correctement, on est nourri comme il faut pour pouvoir produire en quantité le lait nécessaire. Enfin, c'est vraiment rentrer dans sa bulle, quoi, à proprement parler, et essayer d'y rester, si on peut, au moins 4-5 semaines, c'est parfait. Et après, de toute façon, moi, j'ai toujours ressenti ça, il y a un moment où, de fait, on a envie d'en sortir de cette bulle, on a envie de reprendre une vie à peu près normale, de se rhabiller avec des fringues, voilà. Non, mais c'est, voilà, et même de commencer peut-être à tirer son lait et de plus forcément être tout le temps au sein, mais les choses se font naturellement. Mais voilà, moi j'ai vraiment veillé à essayer de respecter ces règles de repos et de convalescence. Et ils appellent vraiment ça le confinement, en plus, dans ce livre que j'ai lu, et pour permettre à mon corps de récupérer du mieux possible. Alors, le livre dont tu parles, je pense que c'est celui de Mother Bees. Exactement, The First 40 Days, qui est, je crois, uniquement disponible en anglais pour l'instant. Il est qu'en anglais, c'est vrai. Mais heureusement, en France, il y a eu 2 livres qui sont sortis depuis. Oui, celui de Julia Simon. Oui, celui de Julia Simon et Le Mois d'Or et Le 4e trimestre au naturel. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez lire ces livres qui reprennent à peu près les mêmes philosophies, puisque c'est la médecine chinoise. Voilà. Et moi, je trouve ça génial que les personnes comme toi en parlent aussi ouvertement sur les réseaux sociaux et sensibilisent des populations qui n'ont pas accès à la population des citadines. Voilà, non, mais c'est ça. On est dans une culture de la performance, et il y a un certain côté, une certaine fierté à se dire, voilà, moi j'ai accouché il y a 6 jours, je fais déjà mes
courses, je suis debout. Mais en fait, non, on te demande pas d'être debout 6 jours après. Au contraire, essaye de faire l'inverse pour permettre à ton corps, à ton bébé de profiter de cette période-là qui est unique, quoi. Ça dure tellement peu de temps, le premier mois d'un bébé. Voilà, ça vaut vraiment le coup pas forcément de se forcer à le faire, hein, mais de se mettre dans cet état d'esprit, de dire, bah voilà, je rentre dans ma bulle, et la performance de tout gérer, de faire des conf calls, en même temps mes courses, et en même temps reprendre une activité, machin et tout, bah non. En fait, est-ce que j'aurais bien aimé le savoir pour les autres? Probablement. Je sais pas si je l'aurais mis en place non plus. Mais c'est vrai que c'est pas dans nos cultures, quoi. Pas du tout. Et c'est dommage. C'est dommage. Et tu as aussi fait un soin qui est génial, qui s'appelle le soin Rebozo. On en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes avec le mois d'or et le 4e au naturel. Mais j'ai jamais interrogé une maman qui l'a fait. Donc, est-ce que tu peux nous reparler de ça et nous raconter ton expérience? Voilà. Alors, moi, je l'ai fait un peu tard parce que donc comme c'était les vacances, on était tous un peu aux quatre coins de la France, mais je l'ai fait, Oscar devait avoir 3 ou 4 mois. Donc c'est un soin qui se fait si vous en avez déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Non, mais explique, vas-y. Voilà. Il y a 2 doulas qui sont formées à ce soin, qui prennent quasiment une demi-journée en fait, et qui accompagnent la maman à différentes étapes. Il y a un certain côté initiatique. On rentre vraiment à nouveau dans une sorte de bulle aussi. Donc ça se décompose en plusieurs choses. Il y a une petite cérémonie d'introduction que voilà, la maman, on prend un peu de temps avec elle. Il y a un premier massage à 4 mains, donc déjà qui favorise absolument la détente. Ensuite, il y a un petit hammam que, enfin, c'est formidable. Elles ont installé ça dans ma salle de bain, c'était vraiment extra. Et ensuite, il y a donc toute une partie qui consiste à venir resserrer non seulement le bassin qui s'est élargi au moment de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi d'autres endroits du corps. Donc, c'est vraiment un serrage de tout le corps grâce à des linges qui sont des linges mexicains ou en tout cas d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, qui sont extrêmement résistants et à la fois très fins. Donc, c'est assez fabuleux. Et donc elles viennent resserrer le corps, mais au niveau des chevilles, des cuisses, donc le bassin, les épaules et même la tête. Tout ça dans une ambiance extrêmement féminine, évidemment on est 3 femmes dans la même pièce, avec une musique qui était parfaitement bien dosée, bien calibrée, enfin géniale. Et donc physiquement ça fait un bien fou, mais alors émotionnellement je te dis pas quoi. Je te dis pas ce que ça a déclenché chez moi. C'était, franchement, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Ça a déclenché des sanglots qui venaient du plus profond de moi, mais vraiment du fond de mon ventre, quoi, qui ont jailli pendant, je sais pas, 20 minutes peut-être. J'ai pleuré, mais d'une puissance. Enfin, tu vois, à nouveau, j'ai encore les larmes aux yeux. Et ça a déclenché vraiment un truc très très fort. J'ai ressenti une vague d'amour, d'amour encore plus fort pour mon bébé. J'ai ressenti la présence de ma mère, tu vois, qui est plus là depuis déjà quelques années. J'ai ressenti des trucs, enfin c'était mais vraiment surréaliste, quoi. Et je recommande franchement alors après je sais pas si ça s'exprime de la même façon chez toutes les femmes, mais je recommande ce soin à toutes les mamans qui ont envie je sais pas si c'est se reconnecter avec vraiment le plus profond de soi ou passer à une autre étape. Enfin, ça a été vraiment extrêmement puissant et extrêmement riche en rencontre à la fois avec ces femmes qui étaient là pour me prodiguer ce soin et en rencontre avec moi-même et enfin je sais pas, le côté peut-être maternel ou féminin qu'il y a au creux de moi, quoi. Voilà, c'était fabuleux. Je sais pas comment dire autrement. Non, mais juste en le racontant, moi aussi tu m'as mis les larmes aux yeux en l'expliquant, et je pense aussi parce qu'il y a une photographe qui s'appelle Lucie Bataille qui t'a photographié pendant ce moment, et on la ressent, cette émotion, cette connexion, cette libération, cette sororité aussi, hein.
Ah ouais, mais je te jure, à la fin, enfin moi j'étais donc défaite physiquement tellement j'avais pleuré. Enfin après j'étais aussi reposée, ça se voit un peu sur les photos d'ailleurs, mais vraiment j'avais beaucoup lâché de choses. Lucie, bon bah elle avait pris les photos, elle était elle était en larmes aussi. Enfin c'était très la pièce était très très chargée émotionnellement. Anne et Marissa qui étaient là, pareil quoi. Enfin il y avait une sororité, une ouais, une charge émotionnelle extrêmement forte. C'était vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Et tu t'y attendais pas du tout quand on Ah t'a non, non, proposé ah ce non. soin? Ah non, C'est toi qui l'as en fait, voulu ou? en fait, Anne m'en avait parlé, j'aurais bien aimé le faire, et puis je m'en étais pas occupée. Puis elle m'a dit, écoute, en fait, ça me ferait plaisir de te le proposer, et si t'es ok que Lucie vienne prendre des photos. Donc le truc m'était un peu tombé dessus comme ça, tu vois. J'avais pas du tout fait la démarche de, de faire ce soin, quoi. C'est vraiment Anne qui m'a dit, bah, écoute, voilà, je t'en avais parlé, si tu veux, on le fait. Et je dis, bah, ok, très bien, faisons-le tel jour. Enfin, limite, tu vois, avec un côté assez, faisons-le tel jour à telle heure et tout. Et en fait, j'ai été emportée par le truc. Si tu veux, après, il a fallu aller chercher les enfants à l'école, mais j'étais, mais genre, sur une autre planète, quoi. Enfin, c'était assez, assez surréel. Ce soin Rebozo, donc ce n'est pas réservé qu'aux mamans, puisque c'est un moment où on change de vie, ou un événement qui arrive dans la vie pour n'importe qui. Solliciter ce soin quand il sent que c'est un moment clé et important de sa vie. Charnière, ouais, exactement. Je pense que ça. Bon, après, on sait que le bassin, notamment, concentre beaucoup d'émotions. C'est fréquent hein, en yoga quand on fait des postures d'ouverture de hanche, qu'il y ait des sanglots qui jaillissent. Donc, je pense que voilà, ça fait du bien aux femmes en règle générale et pour travailler sur l'énergie et probablement dans les moments charnières de la vie. Peut-être un changement de vie, une séparation. Je pense que c'est un super cadeau à faire à une amie en tout cas. Ouais, c'est vraiment vraiment fabuleux quoi. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, d'autant qu'il faut quand même y consacrer du temps. C'est un soin qui dure pas loin de 3 heures, donc il faut avoir un peu de temps devant soi. Mais ouais, c'est vraiment fabuleux. Ouais, ouais. Tu as beaucoup parlé de l'allaitement long que tu as eu ou que tu as toujours, je sais pas, avec Anna. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe avec Oscar? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors Anna, j'avais prévu, à nouveau, tu vois, c'est pas le bon terme, mais je m'étais dit que je voulais l'allaiter pendant longtemps, donc je me suis dit bah au moins 1 an, quoi, en gros. Puis au bout d'1 an, je me suis dit bah pourquoi s'arrêter? En fait, c'est là que c'est le plus facile finalement, parce que bah tout est bien, le corps est bien régulé, le bébé sait quand il peut venir, le corps de la maman s'adapte à ses besoins, donc c'est vraiment génial. Donc finalement, Anna, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Puis à chaque fois, je me disais non, mais je continue encore jusque là parce que comme on voyage, c'est quand même hyper pratique quand on est en voyage parce que si le bébé est fatigué, on peut le prendre dans les bras, il s'endort. Enfin voilà, c'est quand même dans l'avion très pratique. Donc je continue. Et de fil en aiguille, j'ai continué hyper longtemps puisque Anna, elle s'est arrêtée à 3 ans, tu vois. Donc il y a un moment où, enfin, j'étais déjà même enceinte d'Oscar. Moi, il y a un moment où j'en ai eu assez. Je dirais 3-4 mois avant qu'elle s'arrête. Mais elle avait plus du tout envie de s'arrêter. Euh, c'est un peu ça en fait. En fait, l'idéal c'est quand même de trouver le bon point d'équilibre. Faut que les deux aient envie à peu près en même temps. Mais donc voilà. Donc Anna, il y a un moment, en gros, bon, bah, ça lui apportait plus grand chose sur le plan nutritif. Et puis voilà, c'était plus une occasion de s'amuser un peu ou autre chose. Ça durait 2 secondes, elle repartait. Donc j'ai dit non mais en fait c'est bon là, moi je sature, stop. Je suis pas ton doudou quoi. Et donc voilà, donc progressivement, je lui changeais les idées, je le orientais vers des petits déj, céréales. Enfin voilà, je lui ai fait comprendre que c'était bien de passer à autre chose. De mémoire, j'ai eu 1 ou 2 déplacements qui sont tombés à ce moment-là, donc ça a permis aussi de favoriser le sevrage. Donc elle s'est arrêtée, bah tu vois, ça fait un peu plus d'1 an, quoi, 1 an et demi. Donc c'était quand même long. Et j'ai enchaîné ensuite en juillet avec Oscar, donc j'ai eu 6 mois de pause moi perso. Et depuis février 2016. Et donc là, ouais, bah oui. Anna, elle est de février 2016, donc voilà, ça fait quasiment, ça fait plus de 4 ans que j'allais être quasiment sans discontinuer.
Écoute, tout se fait, tu vois. Si on m'avait dit ça quand j'avais 25 ans, je l'aurais jamais cru, mais finalement, voilà. Et donc là, Oscar, il va avoir 10 mois bientôt. Pour l'instant, il n'est pas du tout prévu que j'arrête. Je pense que ça lui convient très bien. Moi, ça me rassure dans le sens où je me dis que même si son alimentation par ailleurs, s'il y a des repas qui prend plus ou moins bien, tu me diras, c'est pas le cas vu que c'est un garçon, il mange comme un ogre. Mais en tout cas, mon lait lui apporte tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin. Voilà, donc ça c'est toujours assez rassurant pour moi de savoir qu'il a tout ce qu'il lui faut. Et puis voilà, c'est quand même une bonne façon de les calmer, de les rassurer quand ils ont des petits moments de panique ou des coups de fatigue. Donc pour l'instant, je continue. Je pense pas aller jusqu'à 3 ans parce que voilà, j'ai trouvé ça un peu long. À la fin, voilà, quand j'en avais marre, peut-être que le bon moment ce sera 2 ans. En fait, je te dis ça, j'en sais pas. Voilà, ça dépend vraiment à la fois de lui, de moi, de plein de choses. Mais pour l'instant, je me pose pas trop la question d'arrêter. C'est très naturel, donc voilà. Et juste tes 2 quand tu les avais allaités ou t'as découvert l'allaitement avec Anna? Non, mais je les avais allaités, oui, mais je les avais allaités 2 mois, quoi, tu vois, comme beaucoup de mamans, parce que en fait, le message qui circulait, en tout cas à cette époque-là, c'était, écoute, tu démarres, tu fais les premiers mois, ils ont le principal, et puis après tu passes à autre chose. Je pense que, moi, notamment, c'était ce que m'avait dit ma mère, qui était probablement d'une génération où les femmes avaient besoin vraiment d'indépendance et de reprendre leur rôle de femme active et tout ça, et de rendre le bébé indépendant de ce point de vue-là. Je pense que, donc, elle, vraiment, son message, c'était de dire, non, mais attends, c'est bon, elle a 2 mois, c'est bon, tu peux, sans aucune culpabilité, passer au lait artificiel. Et forcément, quand une mère dit ça, on se dit, bon, si elle le dit, c'est qu'elle a raison. Et puis, il se trouve que moi, je reprenais le boulot par ailleurs, donc, voilà, la logistique devenait plus compliquée aussi. Et c'est pour ça que pour Anna, alors que j'avais un emploi du temps professionnel qui me laissait plus de liberté, je me dis, moi, j'ai envie, en fait, de faire l'expérience de l'allaitement long, ne serait-ce que parce que je suis curieuse de voir ce que c'est que d'allaiter un bébé pendant 6, 8, 10 mois, 12 mois. Et je suis hyper contente de l'avoir fait, en fait. Et c'est marrant ce que tu évoques là, les conditions de reprise de travail. J'avais cette question, est-ce que tu as la sensation qu'en tant que salarié, tu n'aurais pas pu de toute façon vivre un postpartum que tu as vécu avec Oscar en tant qu'indépendante? Est-ce que ça a joué, tu crois? Comment dire, c'est sûr que la reprise du boulot quand le bébé a 2 mois et demi, c'est hyper rapide. Enfin voilà, on demande beaucoup de choses à la fois à la maman et au bébé, c'est-à-dire en 2 mois et demi d'avoir trouvé ses marques, d'avoir préparé la séparation, c'est quand même extrêmement rapide, quoi. Voilà. Maintenant, il y a plein de mamans, moi je connais plein de mamans qui arrivent à continuer à allaiter de manière exclusive, même en reprenant le boulot. Alors après, ça demande une certaine forme de sacrifice parce que oui, il faut aller au bureau avec son tire-lait, voilà, faut tout prévoir, faut tout anticiper et tout. Mais ça se fait. Franchement, ça se fait. C'est sûr que c'est plus confortable quand tu travailles de chez toi. Et que tu peux nourrir ton bébé quand il en a besoin, que tu peux faire les pauses quand toi tu en as besoin, que t'as pas besoin de tirer ton lait et tout. Maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, à partir du moment où mon bébé il a eu 2 mois, j'ai éprouvé ce besoin de commencer à tirer mon lait pour pouvoir le confier un peu à sa nounou, tout en continuant évidemment l'allaitement exclusif, mais moi en retrouvant une certaine forme de liberté dans ma vie de femme active, quoi. Mais ça s'est fait très naturellement. Et voilà, en gros, je tirais mon lait 1 à 2 fois par jour, donc il y avait toujours une petite réserve au congélo, ce qui me permettait de partir facile la demi-journée, ce qui permet aussi au bébé de s'habituer finalement à prendre un biberon, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, pour une raison ou pour une autre, c'est bien s'il prend le biberon indifféremment du sein finalement. Moi, j'ai trouvé que c'était bien dans notre cas à nous. Et voilà, en fait, les choses se sont faites naturellement. C'est sûr que oui, voilà, quand t'es 2 mois et demi de congé mat, c'est pas très long, quoi. C'est pas très long et c'est pas évident. Mais bon, écoute, faut faire avec les contraintes qu'on a et c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de, en tout cas, prendre les 6 premières semaines
bien profiter et rester dans cette non-activité au maximum, quoi. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les femmes, elles aient accès à un postpartum digne de ce nom, donc en gros ce que tu as pu mettre en place avec Oscar, et que ce soit pas réservé à une catégorie qu'on étiquette de je mets des guillemets baba cool hippie, et qu'en fait ce soit c'est juste de l'humanité d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Bah déjà d'en parler c'est bien. Les gens doivent avoir leur propre avis. Si tu parles pas, si t'es pas au courant, voilà, tu peux pas le savoir. Et dans une société où on favorise la performance et la productivité, naturellement, les gens, enfin les femmes en tout cas, vont aller vers ça tout simplement. Donc c'est déjà bien d'en parler, qu'il y ait des livres qui sortent sur le sujet, que le métier de doula se développe, parce que je pense que c'est le cas. Notamment en France, il y a quand même de plus en plus de femmes qui se dirigent vers cette activité-là. Donc ça, c'est bien. Après, je pense qu'il faut simplement encourager celles qui ont fait cette expérience à en parler. Moi, tu vois, je pense qu'en effet, je peux pas me qualifier de hippie ou de baba cool, mais je suis quand même beaucoup plus cool maintenant que je l'ai été. C'est clair, c'est évident. Je veux dire, j'ai bossé dans la finance pendant 15 ans et aujourd'hui, tu vois, ça fait 7 semaines qu'on est en confinement. Je sais même pas si j'ai mis des chaussures une fois. Bref, mais donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu en effet, et que dans la mesure où de toute façon en France on a quand même ces 2 mois et demi de congé mat, alors qui sont pas forcément accessibles pour tout le monde de la même façon, mais il y a quand même une petite fenêtre que les femmes peuvent utiliser pour récupérer. En fait, il faut pas s'imaginer que le congé maternité d'une certaine façon, c'est un cadeau que l'entreprise te fait ou que la Sécu te fait. Non, en fait, le congé maternité, il a un vrai sens au point de vue physique, au point de vue convalescence, au point de vue récupération. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de... Je veux dire, qui va te donner une médaille si tu reprends le boulot 2 jours après avoir accouché, finalement? Tu vois, enfin... Qui même pas ton employeur peut-être, mais ton employeur, voilà, c'est ton employeur, on s'en fiche en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il n'est pas là pour rien, ce congé maternité, et il n'est pas là, c'est pas un cadeau juste pour voilà, tu bosses pas pendant 3 mois et c'est cool. Non, en fait il a un vrai rôle de récupération, et je pense qu'il faut essayer d'en profiter au maximum pour s'écouter à ce moment-là, quoi. Et à mon avis ça évitera aussi je sais pas si ça les évitera, mais ça permettra aussi aux dépressions postpartum, aux baby blues, d'être moins impactant quand on s'écoute plus, en fait, quand on nourrit son corps mieux, quand on se repose. On laisse forcément moins de place, je pense, aux déséquilibres hormonaux, aux coups de fatigue. Voilà, c'est... Le mental suit le psychique, le physique, le psychique, le physiologique, tout ça. Enfin, dans la logique holistique, en fait, de se dire que le corps et l'esprit ne font qu'un. L'alimentation, la façon dont on bouge et tout ça. Je pense que voilà, c'est vraiment, s'il y a 5 semaines dans sa vie où il faut essayer de faire attention à tout ça, c'est vraiment les semaines post-accouchement, quoi, je pense. Ah si, aussi, j'avais encore une autre question. Est-ce que tu as la sensation que tes cheveux, ils ont mieux vécu cette 4e grossesse ou pas? Non, alors c'est la catastrophe. Non, ça c'est la catastrophe, si tu veux. Je crois que j'avais jamais trop perdu de cheveux avant. Enfin, en tout cas, j'ai pas souvenir que ça m'ait marqué. Mais alors là, depuis que mon bébé a 4 mois, donc ça fait 6 mois, que je perds des touffes et des touffes de cheveux, c'est hallucinant. Je pense qu'il y a l'âge qui joue aussi. Il y a le fait que ce soit une 4e grossesse. Peut-être les saisons, j'en sais rien. Heureusement, j'en avais beaucoup, donc ça va. Mais c'est hallucinant, ça ne s'arrête pas de tomber, quoi. Alors ça repousse beaucoup aussi, hein, donc je suis pas trop inquiète, mais ça ne s'arrête pas j'arrête pas de les perdre. Voilà, je sais pas, je n'ai pas d'explication, mais voilà, ça fait partie des joies du postpartum. Enfin, c'est même pas postpartum, quoi, parce que moi, de mémoire, ça arrivait quand Oscar avait 4 mois. Donc tu vois, avant c'était plutôt solide.
Mais quand il a eu 4 mois, là, j'ai commencé à perdre des poignets. Allez, si j'avais encore une dernière question, je me l'étais notée. J'ai regardé une interview il y a très peu de temps de Omar Sy, je crois qu'il y a 6 enfants, et qui disait que ça devenait plus facile à partir du 3e ou 4e enfant. La parentalité, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, toi qui as 4 enfants ? Je pense qu'il faudrait qu'on commence par le 4e, oui. Ouais. Alors, en fait, c'est pas que c'est plus facile, c'est juste qu'il y a plein de choses que tu as adaptées dans ton mode de vie, parce que tu en as eu d'autres avant, qui font que oui, c'est plus facile. De fait, t'es plus organisé, tu donnes moins d'importance à des choses auxquelles tu leur en donnais et qui en fait, voilà, c'est pas très grave. Donc oui, ça devient plus facile dans le sens où tu sais mieux faire. Maintenant, en termes moi personnellement, en termes d'intendance, de gestion familiale, j'ai vu une énorme différence entre 3 et 4, quoi. Je trouve ça beaucoup plus difficile de ce point de vue-là d'en avoir 4, ne serait-ce que parce qu'ils ont tous des rythmes différents. Alors moi j'ai la chance, mes 2 premières elles sont à peu près sur le même rythme, mais voilà, des filles de 10 et 11 ans ont pas le même rythme qu'une enfant de 4 ans et qui n'ont pas non plus le même rythme qu'un bébé de évidemment 6 mois. Et ça c'est chaud, quoi, parce que les grandes ont besoin de temps, elles ont besoin de conduite. La dernière, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'accompagnement, elle a encore besoin parfois qu'on lui donne à manger parce qu'elle est fatiguée ou autre. Le dernier, il a besoin de dormir, il a besoin de calme. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même pas évident. Mais après, du point de vue de la parentalité en tant que telle, c'est clair que ouais, c'est plus simple parce que tu sais faire, quoi. Donc, pour tous ceux qui existent entre 3 et 4... Voilà, il faut être prêt. En fait, je trouve que ça change. Voilà, moi je trouve. Il y en a qui disent ça change beaucoup entre 2 et 3. Moi, je trouve qu'entre 2 et 3, ça m'a pas changé la vie. Enfin, franchement, voilà, j'ai trouvé le 2e beaucoup plus difficile que le 3e. Mais alors le 4e, en fait, tu rentres dans une autre. Enfin, je trouve qu'on rentre dans une autre dimension, quoi. Ouais, voilà, c'est bête à dire, mais tu vois, nous le soir, il y a un menu pour Oscar. En général, les grandes et la petite, elles mangent la même chose, mais parfois la petite, c'est ce qu'on fait pour les grandes est trop malade. Enfin voilà, il y a facile 2-3 menus le soir, quoi. Donc c'est peut-être parce que je suis sympa, tu me diras, mais ouais, on n'arrête pas, quoi. Ouais, donc on est patient en fait. En fait, moi, je trouve ça plus facile mentalement parce que voilà, mais après en termes de disponibilité et de temps, non, c'est pas plus facile. Les grands n'élèvent pas vraiment les petits, hein, tu vois. Non, moi chez moi ça marche pas. C'est vrai qu'on a cette image. Non. Et ouais, mais ça reste toujours des enfants, donc faut quand même s'en occuper en fait. Ouais, exactement. Ah non, mais voilà. En fait, moi, on me demande souvent, mais c'est quoi tes secrets pour, par exemple, bien gérer un voyage en train avec tes enfants. Et moi souvent je dis mais en fait le seul secret c'est qu'il faut s'en occuper. Point. C'est sûr que si tu veux un type pour lire ton journal tranquille dans ton coin pendant que tes 3 enfants sont à côté sans faire de bruit, ça c'est pas possible. Enfin voilà. Donc en fait le meilleur secret pour que les enfants s'occupent bien, c'est de s'en occuper soi-même, quoi, tout simplement. Donc non mais tu vois, il y a pas de mystère, hein. Les choses se font pas toutes seules, quoi. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord avec ça, que même si ça engendre des difficultés, être présent, c'est la clé. C'est exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je t'en prie, j'espère que ça a pu éclairer certaines questions que tes auditrices se posent, et que j'apporte ma pierre à l'édifice d'une certaine façon. Et puis, je trouve ça super en tout cas que tu donnes la parole sur ces sujets-là parce que ouais, c'est important de s'écouter à ce moment-là, et pour la maman et pour les enfants eux-mêmes, quoi. Je suis bien d'accord. Vive le postpartum et le temps pris pour ce moment sacré. Exactement. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi. C'était Anne-Sophie Roquette-Najda, maman de 4 enfants et créatrice de la marque L'Atelier 13. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître. Merci. J'ai aussi ouvert un compte YouTube avec des cours de yoga réservés aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans très prochainement. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.